OK, donc bonjour, monsieur Sanogo, merci infiniment, d'être là. Merci également à toutes les participantes et tous les participants. Merci Sylvie, heu, pour l'organisation de cet événement. Alors, dans le thème est femmes, éducation et culture. Nous le savons, nous sommes le 8 mars aujourd'hui, Journée internationale de la femme. Première question pour vous, monsieur Sanogo, que représente cette journée à vos yeux? C'est une journée très importante, comme vous l'avez dit, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et comme on le sait, les femmes représentent plus de la moitié de l'univers. Mais malheureusement, le statut des femmes dans différents pays pose problème. Et aujourd'hui, qu'une journée internationale puisse être consacrée à la défense des droits des femmes, je pense que c'est une bonne chose, puisque quand on essaie de voir un peu partout sur les différents continents, et notamment en Afrique, il y a encore des progrès à faire et nous devons tous nous mobiliser en faveur des droits des femmes. Voilà, merci. Le temps est donné pour cette conversation dans Journée internationale des droits de la femme et M. Sanogo qui appelle à la mobilisation en faveur des droits des femmes. Nous allons en parler. La première partie, je vais essentiellement la mener, elle porte sur l'éducation. Ensuite, Sylvie Dan prendra le relais pour parler de culture. Évidemment, cher public, vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez les écrire dans le clavardage, dans le chat, ou bien lever la main pour demander à prendre la parole. Alors, quel est votre regard aujourd'hui, M. Sanogo? Femme ou fille, pour les plus jeunes, là, et éducation. Quel est votre regard? Quel regard portez-vous sur l'éducation de la femme ou des jeunes filles au Mali ou en Afrique en général, comme vous voulez? Alors, avant de vous parler éducation, je me permettrai de vous raconter une petite histoire. C'est une petite histoire que m'a racontée feu mon grand-père. Il disait que beaucoup d'hommes se prennent pour le centre du monde, mais qu'en réalité, la femme est beaucoup plus intelligente que l'homme et beaucoup plus entreprenante. Et il m'a donné cet exemple. Il dit qu'ils ont pris un jeune homme, un garçon de 7 ans et une fillette de 7 ans. À tous les deux, on leur a remis l'équivalent de 25 francs CFA. Et on a demandé à tous les deux d'aller au marché, de chercher un peu de poudre de mil, de chercher un peu de pâte d'arachide, de chercher un peu de sel, un peu d'eau et au moins 6 ingrédients pour qu'ils puissent ramener ça. Ils ont demandé au garçon d'aller en premier. Le garçon est parti, il a fait le tour du marché, il est revenu au bout d'une demi-heure, il a restitué les 25 francs. Il dit que ce n'est pas suffisant pour avoir les ingrédients demandés. On a demandé maintenant à la jeune fille de partir. La jeune fille est partie. Au bout de 5 minutes, elle est revenue avec, chez nous, il y a une boule qu'on appelle djidege, et dans cette boule, il y a tous les ingrédients réunis. Et les vieux se sont dit, vous voyez, à 7 ans déjà, à âge égal et à chance égale, la fille est plus intelligente que le garçon. Mais malheureusement, c'est le garçon qui a plus de chances d'aller à l'école par rapport à la fille. Sinon, si elle partait en même temps que le garçon, c'est sûr qu'elle lui aurait damé le pion. Donc ça, c'est juste une anecdote pour pouvoir commencer l'introduction. Et comme vous l'avez dit, les enfants africains sont loin de jouir d'un enseignement pour tous, promesse pourtant faite à l'aube du siècle avec les objectifs du développement du millénaire. Sur le continent africain, des progrès ont été réalisés en matière de scolarisation. Globalement, l'accès à l'école primaire profite 80% des enfants contre 64% en 2000. Et près de 4 enfants sur 10 vont au collège contre moins de 3 il y a 15 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? La plupart des pays consacrent une part plus importante de leurs ressources budgétaires, mais il se trouve que le fossé est toujours grand entre la scolarisation des filles et la scolarisation des garçons. D'ici à 2030, les spécialistes prévoient à peu près 170 millions d'enfants supplémentaires qui devront être scolarisés et les systèmes éducatifs sont déjà sous tension et ne pourront pas faire face à cette nouvelle vague sans appui financier. Pour vous prendre le cas du Mali, à l'indépendance en 1960, le taux de scolarisation au Mali était entre 8 et 10 8 et 10 et l'alphabétisation était presque inexistante, ce qui a conduit le pays à opérer, à partir de 1962, donc 2 ans après l'indépendance, des réformes et innovations structurelles et pédagogiques dans son système éducatif. L'amélioration de la situation éducative de la jeune fille et des femmes était dans l'esprit de toutes les réformes.
il y a eu la réforme de 1962 avec la démocratisation de l'enseignement et le programme décennal de développement de l'éducation et de la culture qui a pris fin en 2012 avec son objectif un village, une école et ou un centre d'éducation pour le développement qui ont permis l'amélioration de la scolarisation des filles. Mais il faut se dire la vérité, il y a des obstacles objectifs qui freinent la scolarisation des filles au Mali, comme dans beaucoup de pays africains. Les filles sont confrontées à certains obstacles et qui concernent l'accès à l'école, le maintien dans le système scolaire, l'orientation et la qualité des enseignements reçus. L'un des premiers obstacles, c'est l'obstacle des coûts financiers. Vous savez, l'école n'est pas totalement gratuite. Et surtout que de plus en plus dans nos pays, c'est l'école privée qui est en train de prendre le pas sur l'école publique. Car les familles prennent en charge les frais d'inscription, les frais de fourniture, de déplacement, etc. Plus l'élève avance dans sa scolarité, plus ses frais augmentent et moins la fille a de chances de poursuivre ses études, car les familles modestes préfèrent investir dans l'éducation du garçon, lequel est considéré de fait comme étant la relève du chef de famille, ce qui est déjà un signe caractéristique. Ensuite, la dot, dont les montants diffèrent selon les familles, peut motiver les parents à donner la fille en mariage assez tôt. Selon l'UNICEF, quand la misère est grande, une jeune fille peut représenter une charge et son mariage est une stratégie de survie familiale dans les sociétés traditionnelles d'Afrique subsaharienne. Second point, il y a la violence faite aux filles. La violence ainsi que la peur et la violence dans et hors des écoles sont des entraves à la scolarisation et à l'achèvement du cursus pour les filles. Des violences de la part des enseignants ou d'autres personnels, notamment le harcèlement sexuel ou les discriminations du genre ne sont pas rares. Et au Mali, et j'ai entendu dans d'autres pays africains, on parle même de NST, les notes sexuellement transmissibles. Donc, en parlant de la scolarisation des filles en Afrique subsaharienne, on note que la violence verbale et souvent physique dont sont victimes les filles scolarisées indique à quel point la scolarisation des filles peut paraître comme une agression auprès de certains groupes. Après ce second point, il y a un troisième point à ne pas négliger, ça c'est les distances à parcourir. Vous savez, souvent, dans les grandes villes, il n'y a pas souvent beaucoup de problèmes, mais dès lors qu'on s'éloigne des grandes villes autant pour moi, là, souvent les élèves ont des distances de 5 voire 10 km à parcourir par jour. Cela n'est pas évident. Parce que la fille, après l'école, une fois qu'elle retourne à la maison, il y a les tâches domestiques également auxquelles elle doit se livrer. Donc, les distances à parcourir peuvent également constituer, en tout cas, une pesanteur. Il y a également les facteurs pédagogiques. Les enseignants peuvent avoir des préjugés sexistes de manière consciente ou inconsciente. Je le dis bien, de manière consciente ou inconsciente. Dans les rapports élèves-enseignants, ils n'ont pas la même attitude vis-à-vis des garçons et des filles, ce qui peut décourager les filles ou limiter leur performance. Certains manuels scolaires peuvent donner une image négative de la fille en mettant en avant une supposée supériorité de l'homme. Dans la collection de livres de lecture Mamadou et Bineta, qui est édité en France par Edicef et utilisé par l'école malienne, par exemple, les personnages masculins sont toujours plus nombreux et ont le meilleur rôle que les personnages féminins. Et selon l'UNICEF, en 2012, seuls 12% des écoles disposaient de latrines adaptées aux filles. Là aussi, c'est un handicap. Parce que les latrines, pour les garçons, c'est beaucoup plus simple, mais pour les filles, c'est compliqué. Et il y a également le phénomène du mariage et des grossesses précoces. Selon le plan international, en Afrique, plus de 50% des filles donnent naissance à leur premier enfant avant l'âge de 21 ans. La grossesse précoce entraîne souvent un mariage précoce pour préserver l'honneur de la famille dans un milieu où la population reste profondément ancrée dans sa culture. Au Mali, entre 2006 et 2011, 50,4% des mariages concernaient les filles âgées de 15 à 19 ans et 20% de ces filles vivaient dans des familles polygames. Et selon l'enquête démographique et de santé au Mali 2012-2013, une femme sur 5, c'est-à-dire ça fait 20% quand même, était déjà en union avant d'atteindre l'âge de 15 ans. La moitié des femmes, 50%, étaient déjà en union avant 18 ans. Cependant, l'âge moyen au moment du premier mariage est passé de 13 à 15 ans pour les filles, 25-26 ans, tandis que celui des jeunes garçons est passé de 20 ans à près de 35 ans. Donc, l'âge des garçons recule beaucoup plus. La même source indique que les femmes qui n'ont aucun niveau d'instruction ont en moyenne 2,5 enfants de plus
que celles qui ont un niveau secondaire ou plus. Près de 2 adolescentes sur 5, 39%, ont déjà commencé leur vie reproductive et 33% ont eu au moins un enfant. La jeune fille mariée connaît donc un décharge scolaire plus précoce avec le poids des activités familiales. Les deux derniers points que je voudrais souligner rapidement, c'est le poids et la tradition, le poids de la tradition et les activités familiales. Il y a un fardeau qui est là, le poids de la tradition, c'est-à-dire avant l'introduction de l'islam au 8e siècle et l'arrivée des Français au Mali vers 1820, tous les garçons, tous les groupes sociaux, autant pour moi, disposaient d'un système éducatif qui permettait de donner à l'enfant une éducation et une formation afin de l'intégrer progressivement dans son milieu de vie. Dans l'éducation traditionnelle, les garçons et les filles ne subissent pas les mêmes influences et les rôles sont partagés. Pendant que le garçon suit son père dans des activités considérées comme étant masculines, la fille suit sa mère dans ses activités dites féminines, c'est-à-dire les tâches domestiques. Chacun des deux sexes participe au développement et à la cohésion de la société de différentes manières. L'homme étant d'emblée chef de famille, il est chargé de la recherche du gain quotidien, tandis que la femme est appelée à s'occuper des activités au sein de la famille, relevant du ménage et de l'entretien des enfants. La reproduction sociale du rôle de future épouse de la fille commence à l'adolescence, bien qu'elle soit scolarisée. La fréquence des travaux domestiques a donc un impact négatif sur le rendement scolaire des filles, ce qui se manifeste par l'inattention en classe et de l'absentéisme, de la fatigue, des retards, etc. En matière d'éducation, les filles sont toujours confrontées à la discrimination dans bien des régions du monde du fait des traditions, des mariages, des grossesses précoces, de la pénurie d'établissements scolaires convenablement équipés et d'accès facile. Et je vais vous parler enfin les deux dernières, les considérations religieuses. C'est vrai qu'il y a les pesanteurs religieuses qui sont là, car avec l'avènement de l'islam, par exemple, les pratiques coutumières se sont légitimées à travers les interprétations, je dis bien parfois fallacieuses, de préceptes islamiques. Souvent, certains font des interprétations qui les arrangent, mais ce n'est pas ça suivant les préceptes islamiques. Traditionnellement et dans une certaine conception de l'islam, qui est la principale religion au Mali, la femme doit se marier tôt, c'est vrai, procréer de nombreuses fois, évoluer dans la sphère privée. Dans ces conditions, envoyer une fille à l'école n'a que peu de sens pour les familles, puisque ce qu'elle y apprendra ne lui servira pas pour son rôle d'épouse à la maison. Et il y a un aspect très important que je dois souligner pour terminer, ça c'est l'insécurité. L'insécurité aujourd'hui est un phénomène qui mine les États du Sahel et beaucoup d'autres pays. Dans certaines régions du Nord, par exemple au Mali, et dans certaines zones du centre du pays, l'insécurité liée au terrorisme que le Mali connaît depuis 2012 constitue aussi un obstacle à la scolarisation des filles. Le fait que ceux qui se nomment djihadistes ou islamistes, qui ne le sont pas, à mon avis, comme le Front de libération du Massina de Amadou Koufa, s'insurgent contre l'école occidentale, entravent la scolarisation des filles. Cette situation entraîne la fermeture des écoles et le bouleversement de l'éducation dans les régions concernées. Les filles sont particulièrement touchées par ces formes de terrorisme car elles sont victimes d'enlèvements et de viols. Dans un rapport d'enquête de la Coordination nationale de lutte contre la prolifération des armes légères au Mali, le secrétaire à l'information du conseil communal des jeunes de Mopti, Mopti c'est la 5e région du Mali, qui représente la principale région du centre, il affirme qu'en 2013, 436 écoles ont été fermées à Mopti, avec environ 18 000 enfants privés d'école. En juin 2017, l'UNICEF a indiqué que 194 écoles ont été fermées dans la région de Mopti, avec plus de 80 000 enfants désormais non scolarisés, et que le conflit a mis en péril la scolarité de 200 000 enfants. Et enfin, selon la Banque mondiale, plus d'une centaine d'écoles sont encore fermées dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Donc, ce sont ces facteurs qui handicapent beaucoup l'éducation des jeunes filles dans nos pays et notamment au Mali. Merci beaucoup, Monsieur Sanogo. Nous vous avons suivi avec beaucoup d'attention. Et pour résumer un peu vos propos, là, il y a de nombreux facteurs donc, qui expliquent cette discrimination, on va dire, hein, ce retard qu'accusent les filles maliennes et africaines et mondiales aussi, puisque vous avez
effleurer un peu la situation au plan international. Donc, beaucoup de causes là. J'ai envie de vous demander, quand on a un tableau aussi sombre, hein, il est assez sombre de mon point de vue, là, un tableau aussi sombre, par quoi on commence? Quelles sont les priorités d'après vous? Parce qu'il y a quand même énormément de causes. Il y a des causes historiques, il y a des causes culturelles, religieuses, certaines interprétations de la religion, pas religieuses comme telles selon vos explications, mais plutôt une certaine interprétation de la religion. Il y a des causes maintenant sécuritaires depuis 2012, vous nous avez dit. Alors, quelles devraient être les priorités pour commencer à, à résoudre, pour avancer dans cette problématique-là? Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par les pouvoirs publics d'abord, par les ONG également, il y a beaucoup d'ONG et surtout par les organismes internationaux. Vous savez, il y a à peu près une vingtaine d'années, j'avais participé à un colloque du FAWE, le Forum for African Women Educationalists. C'était à Nairobi, au Kenya, et là où on parlait de scolarisation des jeunes filles, spécifiquement sur le continent africain. Et c'était pour voir comment favoriser davantage cette scolarisation des filles. Mais vous savez ce qui se passe. Ils se sont dit que dans beaucoup de pays, quand les enfants vont à l'école, cela est valable autant pour les filles que les garçons, on étudie dans des langues qui ne sont pas des langues parlées localement. Par exemple, pour le Mali, la langue officielle, c'est le français. Mais ils se sont dit, est-ce qu'il ne serait pas possible de trouver des langues africaines qui sont parlées partout sur le continent pour pouvoir faciliter la scolarisation des enfants, notamment les filles. Et ils avaient pensé, par exemple, au Peul. Le Peul, qui est parlé un peu partout sur le continent, parce que quand on va vers l'est de l'Afrique, on parle de Swahili. Donc, quand on va dans la corne de l'Afrique également, on retrouve les mêmes accents, les mêmes tonalités. Mais le problème, c'est qu'il y a une question de volonté politique. Parce que beaucoup de pays africains se sont opposés pour dire mais pourquoi le Swahili, le Peul, et pourquoi pas une autre langue. Donc, ça fait qu'au niveau politique, déjà, il n'y a pas eu d'accord et cela pose problème. Et dans certains pays, pour faire face à l'explosion démographique, il y a de plus en plus d'enfants sur le continent africain, alors que les salles de classe ne suivent pas l'évolution démographique. Comment faire pour que tout un chacun et toute une chacune puisse avoir une éducation digne de cela? Et souvent, il y a des enseignants en nombre insuffisant. Donc, il y a eu ce que certains ont appelé une alternance, c'est-à-dire un groupe qui vient le matin et l'autre groupe qui vient l'après-midi. Mais on a vu que tout ça, ça handicape un peu. Et puis, les parents sont un peu découragés. Les enfants vont à l'école, ils vont aller étudier en français, surtout les filles, quand ils reviennent pour réviser, aucun des parents ne peut les aider parce que le papa n'a jamais été à l'école, la maman n'a jamais été à l'école. Or, il se trouve que dans beaucoup de familles, le papa a été alphabétisé et la maman a été alphabétisée, mais en langue locale. Donc, il y a cette adéquation qu'il va falloir trouver. Dans quelle langue faut-il permettre aux enfants d'étudier à partir du primaire, même s'il faut qu'à partir du secondaire maintenant, le français et l'anglais puissent venir accompagner. Donc, il y a un peu cet aspect qui est là. Et plus souvent, il y a même des pesanteurs venant de la part des femmes. Cela va vous faire sourire. Parce que souvent, quand une fille C'est assez étonnant, en effet. Pouvez-vous nous expliquer ça? C'est étonnant. Quand une fille décide, ou même quand une femme décide de faire quelque chose, mais c'est d'autres groupes de femmes qui vont dire, mais ça, c'est pas un boulot de femme, ça, c'est pas un travail de femme. Donc, ça fait que les pesanteurs sociales ont tellement joué sur certaines qu'elles sont conditionnées aujourd'hui et elles pensent que la femme n'a pas le droit de faire ceci, la femme n'a pas le droit de faire cela. Hier seulement, je suivais un reportage sur une femme qui est taximan à Bamako. Elle a fait ses études, elle a une maîtrise, mais elle a préféré faire le taxi. Mais elle dit que l'autre jour, une dame l'a arrêtée, mais quand elle a vu que c'était une femme, elle a dit non, vous pouvez aller. Elle est partie et automatiquement, la dame a arrêté un autre taxi derrière. Donc, ça fait que souvent, il va falloir que les mentalités puissent également évoluer, que les mentalités puissent évoluer. Sinon, il y a des progrès qui ont été faits de plus en plus. On voit des filles dans les filières scientifiques, elles sont de plus en plus nombreuses. Et on voit également qu'au niveau institutionnel, les femmes commencent à prendre effectivement le pouvoir. Le Mali a connu une femme Premier ministre, ce qui était impensable il y a quelques années. Il y a une femme qui a été Premier ministre, il y a une femme qui a été ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, dans tous les corps de l'armée, il y a des femmes. Par exemple, la gendarmerie, c'était un corps totalement masculin, mais aujourd'hui, il y a des femmes. À l'armée de terre, partout. Donc, ça veut dire que les femmes commencent à gagner leur combat progressivement. C'est un peu lent, mais je pense que le mouvement peut être amplifié. Excellent. Il y a une femme première ministre aussi au Togo. Donc, Exactement. voilà.
Voilà, Euh, ça commence à venir au Sénégal également. Il y a Mamboui qui a été également Premier ministre. Donc, dans beaucoup de pays, ça commence à bouger. Et je pense que c'est une très bonne chose et c'est un très bon signal. Parce que, comme on le dit, à chance égale, la femme peut faire aussi bien, sinon mieux que l'homme. Excellent. Alors, merci beaucoup. Vous avez mentionné tout à l'heure un certain manque de volonté politique. Ça m'amène à vous poser la question suivante. Avez-vous l'impression que l'éducation est réellement une priorité pour le Mali et pour les États africains? Ce que je constate dans la plupart de nos pays africains, dans tous les discours politiques, on dit que l'éducation est une priorité. On dit qu'une grosse part du budget national est consacrée à l'éducation. Et pourtant, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent depuis plus d'une décennie, c'est-à-dire des années scolaires perlées, c'est-à-dire beaucoup de grèves qui sont des grèves de revendication, soit de la part des étudiants et élèves, soit de la part des enseignants. Mais les mêmes problèmes reviennent chaque année, les mêmes problèmes de grève sont là, et souvent les années sont amputées, et on parle d'années blanches, mais on fait tout souvent pour sauver l'année, c'est qui joue même sur le niveau des élèves. Est-ce que maintenant, si l'éducation est réellement une priorité, comment n'arrive-t-on pas depuis pratiquement 10-15 ans à résorber tous ces problèmes? Je me pose cette question. Si réellement l'enseignement est une priorité. Parce que je pense qu'en 10-15 ans, on aurait pu améliorer progressivement les conditions pour faire de telle sorte que enseignants et élèves et étudiants puissent finalement se consacrer à ce à quoi ils sont présents à l'école. Très, très bonne Donc, c'est vrai question. que il y a une priorité sur l'élève, mais il faut que ça soit une priorité réellement dans la volonté politique. En effet. Alors, la diaspora malienne, la diaspora africaine en général, est très, très, très dynamique en France, au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde maintenant. Euh, Quel est le rôle que vous voyez là, que la diaspora pourrait jouer pour un mieux-être là, de la jeune fille, pour une meilleure éducation de la jeune fille, qu'elle soit malienne ou africaine? Quel est le rôle de la diaspora d'après vous? C'est un rôle très important parce que nos frères et sœurs qui sont au niveau de la diaspora ont la chance qu'ils arrivent à avoir d'autres systèmes, d'autres processus. Et je pense qu'avec le fruit de ce qu'ils ont collecté, et il y en a qui se sont regroupés en système d'association, en organismes, donc qui interviennent sur le terrain. Dans le cas du Mali, par exemple, je connais des membres de la diaspora qui ont initié des prix pour récompenser les meilleures filles. À l'époque, j'animais une émission qui s'appelait Cybernétique, qui était consacrée donc à l'actualité des technologies de l'information et de la communication. Mais pendant des années, on a eu à distribuer des centaines d'ordinateurs. En 11 ans, j'ai eu à distribuer à peu près 450 ordinateurs gratuitement à des jeunes élèves. Ça, c'était grâce à l'apport de certains Maliens de la diaspora. Et on a eu à ce là disons, à offrir des bourses d'études également à une vingtaine de jeunes filles. Donc, c'est-à-dire les gens de la diaspora ont compris toute l'importance et ils ont compris qu'il faut une discrimination positive à l'endroit des jeunes filles afin de leur donner tous les atouts nécessaires et qu'elles puissent aller à l'école. Et aujourd'hui, la diaspora malienne quand même intervient de beaucoup, comme la diaspora sénégalaise, pour pouvoir appuyer en tout cas ceux et celles qui sont restés au pays afin que les choses puissent aller. D'ailleurs, si vous prenez la région de Caille, c'est la première région administrative du Mali. Je peux vous dire que les 60 à 70% des écoles qui sont construites dans cette région, c'est le fruit de l'apport de la diaspora. Et également, les centres de santé qui sont construits dans cette zone, c'est pratiquement la diaspora exclusivement. Donc, c'est pour vous dire que la diaspora peut avoir un impact. Et d'ailleurs, les transferts d'argent que la diaspora fait, au Mali par exemple, c'est beaucoup plus que l'aide publique au développement que les Occidentaux nous offrent. En effet, c'est pareil pour beaucoup de pays africains, dont le Cameroun, en effet. Souvent, la diaspora se plaint de certaines barrières ou lenteurs administratives ou d'une sorte d'impréparation de la part des communautés locales. Comment, comment dépasser ces obstacles afin de permettre à la diaspora d'être beaucoup plus présente, beaucoup plus efficace? Bon, les lourdeurs administratives, c'est réel. J'ai eu la chance, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une ambassade. J'ai travaillé pendant 6 ans à l'ambassade du Mali à Washington. Donc, j'ai vu un peu, j'étais au contact direct de la diaspora. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec eux, les initiatives que certains ont et tout. Mais c'est vrai que dans nos pays, le gros problème, ce sont les lourdeurs administratives. Surtout quand tu n'es pas là, quand tu veux réaliser certains projets, certains programmes. Donc, il y a beaucoup de paperasserie. Ça fait que ça n'encourage pas. C'est vrai que dans certains pays, il y a eu des initiatives pour alléger les procédures.
Mais jusqu'à présent, c'est des procédures qui sont assez complexes. Et en réalité, il faut qu'on se dise la vérité aussi, beaucoup de personnes au niveau de certains services stratégiques pensent que, bon, quand il s'agit de quelqu'un de la diaspora, il a beaucoup d'argent, donc il faut tout faire pour pouvoir en soutirer un peu. Et là, c'est décourageant. C'est décourageant parce que souvent, c'est des projets qui sont très importants, qui peuvent avoir des impacts socio-économiques très importants, mais qui sont freinés. Et finalement, les acteurs de la diaspora commencent aussi à se croiser les bras. Ils vont dire, bon, si c'est comme ça, à quoi bon? Moi, je pense qu'il faut qu'au niveau administratif, qu'on puisse revoir les procédures, qu'on puisse mettre des mécanismes en place et qu'à partir même de nos représentations diplomatiques, que nos frères et sœurs qui sont au niveau de la diaspora puissent déjà avoir la possibilité de créer les organismes et autres pour pouvoir intervenir directement et que les bénéficiaires puissent réellement bénéficier de ce qui est investi en leur nom. En effet, donc un problème de mentalité. Qui dit mentalité dit aussi quelque part culture, hein, culture, habitude de vie. Et je passe donc la parole à Sylvie Dan pour la partie culture, femme, culture. Merci Sylvie. Merci Bertrand. Merci, ça a été vraiment intéressant. C'était lourd, c'était rempli. Et c'est comme si Monsieur Salif avait vraiment survolé même mes questions. À la première question, il avait tout comme, voilà, je vous donne tout, là, allez, prenez ce que vous voulez là-dedans. Vraiment, merci. Ça prouve que Monsieur Salif est un journaliste et qu'il a fait son travail. Ben, merci d'avoir fait votre travail. Je vais essayer rapidement de prendre quelques-uns de vos mots et tout ici et là et essayer de former ma question. Vous avez parlé parce que là, je parle de culture. Bon, j'aurais pu parler de mentalité, mais je parle de culture, de mentalité et tout. On n'est pas sans savoir qu'au Mali, et même en Afrique, mais je vais dire au Mali, mais c'est pareil pour l'Afrique, que vous avez à peu près une vingtaine d'ethnies dans votre pays. Il y a les Bambara, les Bobo, les Malinké, les Solinké, les Peuls, Dogon, Touareg, et j'en passe, Bozo, tout couleur et Sénoudro, il y en a beaucoup. Alors, ça déjà, c'est déjà beaucoup de coutumes, de façon de voir, d'application, plein de choses. Et il y a aussi ce problème, je continue toujours, il y a ce problème de relève, de dot, de violence contre la femme, d'harcèlement sexuel. Et vous êtes, dans votre première réponse, vous avez vraiment clairement signifié que ce sont des obstacles à l'évolution de la femme. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on éduque une femme, on éduque tout un peuple, disons l'humanité au fait. Donc, investir dans la femme, c'est investir dans la population, c'est aussi investir dans l'humain et sur le plan mondial. Vous êtes journaliste, vous avez côtoyé pas mal de monde, je ne voudrais pas commencer par citer tout ça. Vous avez été même dans les coulisses et en plus, vous avez été directeur de la radio et de la télévision malienne. Dites-nous, qu'avez-vous vu, quelles sont les actions concrètes que le gouvernement a mis en place pour pouvoir pallier à ces obstacles-là? D'accord. Là, je peux dire que pour le cas spécifique du Mali, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits effectivement par le gouvernement avec l'apport des partenaires techniques et financiers. C'est vrai que, par exemple, un exemple très simple et qui peut paraître banal, mais qui est fondamental, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les cantines scolaires. Dans le milieu rural, quand les enfants vont à l'école, je l'ai dit souvent, ils ont des distances de 5 voire 10 km à parcourir par jour. Et s'il faut qu'ils aillent le matin, revenir à la pause pour retourner, ils ne peuvent pas. Et certains, quand ils restaient, ils avaient juste quelques graines d'arachide là pour pouvoir manger à midi. Donc, ils ont eu cette idée de faire des cantines scolaires afin de permettre au maximum d'enfants d'aller à l'école. Et d'ailleurs, les parents encouragent les enfants dans ces conditions parce qu'ils trouvent que les enfants arrivent à manger et un repas de qualité et ça leur permet l'apprentissage beaucoup plus facilement. Donc, la politique des cantines scolaires en zone rurale et en zone défavorisée est une politique pour moi très importante parce que dans ces zones, on constate que les jeunes filles sont souvent plus nombreuses même que les jeunes garçons. Donc, ça, c'est déjà une des stratégies. Et également, il y a beaucoup de prix qui ont été mis en place pour encourager les filles, notamment dans le domaine scientifique. Et là également, ça commence à porter ses fruits. Et également, il y a des écoles aujourd'hui qui ne prennent par exemple que des filles.
Il y a par exemple le lycée des jeunes filles qui existe depuis des décennies au Mali et qui est un lycée qui est devenu mixte par la suite, mais qui a favorisé la formation de beaucoup de jeunes filles et des femmes qui se retrouvent aujourd'hui dans toutes les sphères de l'administration malienne. Il y a des tentatives, il y a des politiques et surtout, il y a beaucoup d'émissions, beaucoup de sensibilisation à l'endroit des parents afin qu'ils permettent aux enfants, notamment aux filles, d'aller à l'école, surtout qu'aujourd'hui, les parents, beaucoup de parents sont en train de voir, il y a des femmes gouverneurs, il y a des femmes et il y a une loi également qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale qui permet quand même, comme on le dit, la loi du genre, c'est-à-dire les 30% pour les postes électifs. Qu'on puisse y avoir chaque parti qui doit, il faut qu'il y ait en tout cas une représentation de 30% de femmes. Donc, c'est vrai qu'il y a des qui sont présentes, mais des initiatives sont là et les résultats commencent à se faire voir parce que le taux de scolarisation des filles, quand même, a augmenté ces 20 dernières années à peu près de 13. OK. Nous avons un peu de difficulté à recevoir M. Salif à la fin, peut-être de mon bord, je ne sais pas de votre bord, mais je vais continuer avec ma question. Vous avez dit en tant que, en tout cas dans l'une de vos réponses, vous étiez en train de parler de la scolarisation des parents dans la langue vernaculaire, dans leur langue, et des enfants qui vont à l'école et qui sont scolarisés en français. Et vous avez clairement signifié que c'était aussi un obstacle. Qu'est-ce que vous pensez ou bien quelle action vous pouvez, ou que le gouvernement a mis en place, ou que vous pouvez peut-être, vu que vous êtes maintenant peut-être ouvert plutôt à d'autres opportunités, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire dans ce cas, si je prends juste ce petit exemple, pour pouvoir améliorer l'accès à l'éducation aux filles? Parce que là, les parents parlent le sénoufo ou bien leur langue. Mais voilà que les enfants vont à l'école, ils ont besoin aussi de support pour des explications, mieux pour des soutiens, pour pouvoir mieux évoluer, continuer. Et parce qu'il y a ce côté non balancé, les enfants peut-être à un moment donné drop, arrêtent complètement l'école ou carrément, comme vous l'avez dit, à 13, 15 ans, sont mariés. Il y a plein de choses. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Quelles sont les actions concrètes que vous pouvez, vous, en tant que journaliste ou bien juste, je m'excuse, individu, ou en tout cas citoyen plutôt, faire pour pouvoir améliorer les choses? Oui, parce qu'on a parlé de la diaspora, on a parlé du gouvernement, mais vous savez que le gouvernement restera ce qu'il sera, quel que soit, surtout en Afrique, en tout cas pour le moment. Mais c'est à nous, la population et les citoyens, de faire quelque chose pour avancer. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce qu'on peut faire, c'est que chacun essaie d'apporter sa pierre. Comme je vous l'ai dit, par exemple, jeune reporter, quand j'ai commencé à l'ERTM, l'une de mes premières missions, j'ai été à Nairobi pour participer à ce colloque du FAWE et je suis parmi les membres fondateurs de l'antenne malienne du FAWE, le Forum for African Women Educationalists. Parce que tout ce qui touche les femmes et les enfants, j'ai dit ça, c'est ma cause. C'est extrêmement important. Et là, on a initié des prix donc, pour les filles, des bourses d'études, des prix qui leur sont donnés. Et on essaie également, à travers certains reportages, pour montrer les aspects positifs de l'éducation, notamment l'éducation des jeunes filles. Ça, c'est extrêmement important. Et également, les initiatives prises par les ONG, par les pouvoirs publics, par les partenaires au développement, c'est des initiatives auxquelles on essaie de donner vraiment le maximum d'ampleur afin que les gens puissent voir et qu'on puisse se dire que c'est bon que les enfants aillent à l'école. Mais moi, je me dis, je suis convaincu que si on arrive au niveau du primaire, les 6 premières années du primaire, si on peut permettre aux enfants de pouvoir étudier dans les langues nationales, je pense que cela peut avoir des résultats encore plus impressionnants. En Asie, on ne verra pas les gens étudier dans d'autres langues. En Chine, ils vont étudier en chinois. Au Japon, ça va être le japonais. En France, les enfants étudient en français. Aux États-Unis, ils étudient en anglais. C'est-à-dire la langue maternelle, ça permet à l'enfant de mieux comprendre rapidement. Et progressivement, les langues étrangères comme le français, l'anglais, peuvent être introduites et accompagner les enfants. Parce qu'un enfant, jusqu'à un certain âge, il apprend très vite et très facilement. Mais déjà, quand on explique les choses dans la langue qu'on communique et qu'on utilise à la maison et dans tous les exercices de la vie, moi, je pense que cela est un atout et ça peut permettre aux parents aussi d'apprendre avec leurs enfants. Parce qu'en ville, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intellectuels, on peut aider nos enfants, on peut faire du soutien scolaire. Mais dans les villages, qui va aider ces enfants? Qui va aider ces enfants? Je me rappelle, il y a un jeune homme
qui était venu dans le cadre de mon émission, qui a reçu un ordinateur pour la première fois. Mais il était dans un village. Mais il dit qu'il ne pensait pas qu'il allait pouvoir obtenir ça un jour. Mais le fait d'avoir eu ça, ça a eu un tel impact dans sa vie qu'aujourd'hui, ce jeune homme se trouve au niveau de la Silicon Valley. Wow. Il est aux États-Unis, il a pu aller étudier, il a un job, il s'est marié sur place. Et je pense que les enfants, c'est ce qu'on doit faire. On doit les aider à pouvoir croire. C'est extrêmement important. Mais quand le rêve est brisé, trop souvent, ça décourage. Et dans une même famille, une fille qui n'arrive pas à aller à l'école, c'est clair que ses petites sœurs là vont dire « Ah, là où la grande sœur a échoué, est-ce que pour nous, ça va marcher ?» OK, merci beaucoup. Je suis avec vous pour le fait qu'il faut commencer l'éducation avec la langue maternelle. Et pourquoi pas même continuer? Parce que chaque pays, comme vous l'avez vu, vous l'avez dit, parle leur langue. C'est-à-dire, ici, on parle l'anglais et puis c'est l'anglais. Au Canada, c'est le français. À Paris, c'est le français. En Chine, c'est le japonais, c'est pas le chinois et tout. Donc, on devrait valoriser notre langue aussi. Donc, mais ma question est, avant de continuer rapidement, ma question, OK, vous, en tant que journaliste, vous savez que la communication est importante et qu'il y a plusieurs ethnies. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, parce que j'ai qu'il y avait ce côté problématique, il n'y a pas moyen de rassembler les chefs de toutes ces ethnies-là, de choisir une langue claire que tout le monde parle plus ou moins ou comprend, l'introduire et permettre ainsi aux enfants et à tout le monde d'être éduqués dans ce langage jusqu'à prendre, c'est-à-dire jusqu'au bac. Est-ce que ce n'est pas faisable? Bon, c'est-à-dire, les réalités diffèrent d'un pays africain à l'autre. Dans certains pays, c'est un problème qui ne se pose pas. Et dans d'autres, c'est clair qu'on ne pourrait jamais trouver un consensus pour dire qu'il y aura une langue dominante. Pour le cas du Mali, par exemple, le Bambara est une langue parlée partout en République du Mali. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde parle Bambara. Donc, c'est pratiquement une langue qui est là, qui sert de moyen vraiment de communication. Ça ne pose pas de problème en tant que tel. C'est vrai que dans les régions administratives du Mali, telle langue peut dominer par rapport à telle autre, mais le Bambara est parlé un peu partout. Mais quand on parle d'autres pays africains, tel n'est pas le cas. C'est très difficile. Il y a des pays africains que je connais, là où on ne parle que le français, parce que les langues locales, personne ne veut parler la langue de l'autre. Je suis d'accord. Donc, pour qu'on puisse arriver à un consensus à ce niveau, je pense que cela va être très, très, très difficile. OK. Maintenant, je vais parler aussi de violence, de dot et aussi d'harcèlement sexuel et de rap, c'est-à-dire de violence sexuelle. Quelles sont les actions qui sont sur place pour protéger les filles? Bon, les actions, déjà, il faut qu'on arrive à dénoncer les cas de violence basées sur le genre. Parce que souvent, il y a trop de silence autour de ces violences et ça, c'est pas bon du tout. Souvent, Mais quand ça arrive, là, ça devient une conversation rapide parce que ça me touche beaucoup. Oui, il y a un silence. Est-ce que ce silence-là n'a pas ou n'a pas été encouragé par un système prédéfini déjà, même dans les ethnies, dans les castes et aussi par le gouvernement? exactement, c'est ce que je suis en train d'expliquer parce que les gens pensent, par exemple, qu'en réalité, quand ça arrive, donc il ne faut pas faire sortir ça, il ne faut pas faire ébruiter, ça se gère en famille. Mais j'ai dit non. Une violence basée sur le genre doit être dénoncée. Au Mali, par exemple, jusqu'à récemment, c'était des cas qui étaient cachés. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, il n'y a plus de cas cachés. Et il y a plusieurs hommes qui se sont fait arrêter pour des cas de violence basée sur le genre. Et souvent, il y a eu des marches blanches ici où les hommes ont rejoint les femmes pour pouvoir dénoncer. C'est-à-dire, le silence est dangereux. Et généralement, c'est dans le milieu féminin qu'on dit toujours, non, il ne faut pas parler de ce viol-là, sinon ce n'est pas bon, ça va jeter l'opprobre sur la famille, ça va gâter notre nom et tout. Moi, j'ai dit non. Quand il y a violence basée sur le genre, cela doit être dénoncé et condamné avec la dernière rigueur, parce que tant qu'on ne le fera pas, ces violences vont continuer et ce sont des sœurs à nous, ce sont des filles à nous et ce sont même des mères à nous qui vont en pâtir. OK. En tant que journaliste, c'est quoi l'action que vous allez mener pour pouvoir aider à freiner cette histoire ou ce problème de viol, d'harcèlement sexuel, même pas les professeurs d'école? Ces histoires de dot aussi, parce que la dot et puis le fait, c'est-à-dire aussi ralentir l'appauvrissement
parce qu'on n'est pas riche, on veut de l'argent, ben on donne la fille en mariage et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y en a qui, comme vous l'avez dit, des parents qui ne sont pas éduqués, mais qui sont éduqués dans leur langue, mais pas en tout cas dans la langue nationale du pays, et qui sont aussi un peu reculés comparativement, c'est-à-dire à la vie moderne. C'est vrai que quand on prend la culture, il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés, et quand on prend la modernité, il y a les bons et les mauvais. C'est quoi l'action que vous, en tant que journaliste, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous, juste oublions le gouvernement, puisqu'on sait que bon, on ne peut pas vraiment compter sur eux et que c'est sûr que ça revient à tout le monde de faire quelque chose. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous comptez faire ou que vous pouvez faire? En tant que journaliste déjà, on a libéré la parole. Au niveau de l'ORTM, on vous le dira, on a libéré la parole totalement. Il y a eu des débats sur les violences basées sur le genre. Et on a donné la parole à tous les acteurs. Il y a des reportages qu'on a eu à faire et il y a un grand format qu'on a produit dont la reporter est Awama Kamara. Et c'est un reportage qui a même valu un prix international à la personne qui a fait ce reportage parce qu'on a ciblé le harcèlement dans le milieu scolaire. Et on a pu avoir des cas dont on a protégé l'identité, des professeurs qui ont témoigné, des victimes de harcèlement qui ont témoigné. Et d'ailleurs, il y a un professeur qui a même été renvoyé par son établissement et qui doit passer en procès. C'est-à-dire qu'on essaie de libérer pour montrer aux gens que le silence n'est pas utile. Il faut en parler et il faut briser le tabou parce qu'au-delà de ce que les gens voient, mais la victime de ces violences, la victime de ce harcèlement, c'est le choc psychologique qui est là. C'est le choc psychologique. Et en Afrique, quand les gens sont enfermés, on va dire, oh non, c'est momentané, ça va passer, c'est faux. Ou bien quand on voit quelqu'un qui a des tics ou bien des tocs, on va dire, ah, c'est le diable, la personne a le diable, mais ça va passer. Mais non, c'est des gens qui tombent dans la dépression et qu'on n'arrive plus à récupérer. Donc, ces éléments ont besoin de soutien psychologique. Et tant qu'elle n'arrive pas à parler, à faire vraiment le deuil de ça, ce n'est pas possible. Donc, moi, je me dis, moi, à mon niveau, c'est d'aider les victimes à libérer la parole et afin que les pouvoirs publics puissent prendre les mesures nécessaires. Super. Vous avez fait un travail extraordinaire en tant que directeur de la radio, mais vous êtes parti maintenant. Est-ce que vous faites confiance à celui qui viendra après vous, qui est là après vous, là présentement, pour pouvoir faire un suivi et continuer dans cette lancée et pour pouvoir enrayer moi je l'appelle épidémie ou pandémie, en fait, de violence. Je lui fais entièrement confiance parce que c'est un aîné à moi. Il fait partie de ceux qui m'ont accueilli tout jeune reporter au niveau de la télévision. Ils m'ont encadré, ils m'ont donné en tout cas la formation que j'ai aujourd'hui et je lui fais entièrement confiance. Je sais que c'est un homme très ouvert et journaliste calé et je pense qu'il a eu à servir également dans une ambassade comme moi. Il était en Éthiopie, donc je pense que non, je lui fais confiance et je pense que ces sujets vont continuer à être réalisés et à être diffusés. Vraiment, merci. Rapidement, on va passer aux questions de l'audience ou des participants. Il y a Madame Yakubu Gonsogo qui dit, est-ce qu'il y a une volonté politique pour intégrer les langues nationales à l'école? Je sais que vous avez répondu à cette question, mais peut-être un petit retour, ce serait bien. En quelques mots. Bon, la volonté politique, je pense que bon, c'est une volonté politique assez tiède à mon avis. Il faut qu'on puisse aller de l'avant et qu'on puisse aller rapidement, qu'on quitte les paroles et qu'on puisse aller vers les actes. Ok, super. Bon, à part cela, nous avons juste de Josiane Rognon qui dit, bon, ce n'est pas une question, mais je le lis rapidement, comme la Côte d'Ivoire qui a 62 langues nationales, impossible d'intégrer ce système dans l'école. Et vous l'avez clairement signifié, c'est-à-dire il y en a d'autres pays africains où il n'y a pas ce problème n'existe pas, mais ailleurs, ça existe. Donc, il y a Mariam Pakao qui dit, au Mali, il y avait eu des expériences pour intégrer les langues nationales à l'école. Le résultat était plutôt encourageant. Donc, si elle le dit, ça voudrait dire que il y a quelque part, ça s'est arrêté, quelque chose s'est passé. Donc, ça, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Peut-être M. Salif va nous redire. Dans certains milieux, l'expérience continue toujours. On parle de pédagogie convergente. Dans certains milieux, l'expérience continue encore et donne des résultats. Super. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si Bertrand en voit. Oui. N'en voit pas. Ok, oui, je vois la main levée de Mariam là, depuis un bon bout. Je ne voulais pas t'interrompre, Sylvie. Oh, ok, Mariam, tu peux parler alors.
Bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Je vous remercie infiniment pour cette belle initiative. Et je salue particulièrement M. Salif Sanogo, dont j'ai eu l'honneur de croiser quelquefois au sein de l'ORTM pendant mon stage. Et voilà, je n'ai pas vraiment de questions, juste pour rejoindre M. Sanogo, qu'effectivement, le rôle des femmes au sein de la société malienne a beaucoup évolué, parce que je suis aussi malienne et je réside en Allemagne. Malgré cette évolution, on constate malheureusement qu'il y a encore beaucoup de discrimination envers les femmes, dont certains se servent de la tradition ou de la religion pour justifier. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de sensibilisation, mais je pense que la sensibilisation, elle doit continuer pour en fait permettre d'avoir enfin ce changement de mentalité, ce changement de comportement envers les femmes. Donc, au sein de la diaspora ici, il y a pas mal d'actions, pas mal de projets qu'on met en place pour soutenir les femmes qui sont au Mali, précisément des milieux ruraux. Et voilà, donc il faut plus de solidarité entre les femmes aussi pour plus collaborer ensemble, plus travailler ensemble, se soutenir et parler d'une seule voix. Et il faut aussi de la volonté politique, comme M. Sanogo a déjà souligné. Et même dans nos familles aussi, il faut que le regard que nos frères, nos maris ont sur la femme, il faut que ce regard puisse aussi évoluer. Parce que au Mali, il faut le dire sincèrement, les femmes souffrent beaucoup. Et ce sont nos mamans, nos sœurs, et il faut que les choses évoluent. Donc, c'est ça que j'avais à souligner et je vous remercie infiniment de m'avoir donné la parole. Merci. C'est un plaisir, Mariam. On aimerait donner la parole à beaucoup de personnes. Si je peux me permettre juste une petite réaction par rapport à ce que Mariam a dit. C'est vrai que beaucoup de femmes souffrent, mais les femmes souffrent à cause des femmes. Parce qu'il faut se dire, il y a beaucoup de problèmes que ce sont les femmes même qui se créent certains problèmes. Par exemple, j'ai eu un débat dans un milieu intellectuel une fois avec des femmes, un groupe de femmes, on parlait de polygamie et je disais que j'appréciais beaucoup l'exemple de la Tunisie parce que depuis le temps de Bourguiba, dans les années 60, la Tunisie est le seul pays musulman à avoir aboli la polygamie. J'ai dit, moi, vraiment, je rêve d'une telle loi au Mali. Elles m'ont dit, mais vous êtes malade, ce n'est pas possible. Nous, on veut la polygamie. Donc, vous voyez un peu déjà, il y a des femmes qui veulent la polygamie coûte que coûte. Et puis, quand il y a des problèmes, ce sont des femmes qui viennent dire à d'autres femmes, non, ce n'est pas la peine de réagir. Donc, souvent aussi, la femme contribue à renforcer les pesanteurs. Je suis d'accord avec vous que la femme joue un rôle. Je m'excuse, je monte rapidement sur mes grands chevaux, mais je vais essayer de me calmer. Oui, la femme joue effectivement ce rôle et puis essaye, et même, comme vous le dites, un obstacle pour les autres. Mais là, présentement, on est en face de la culture, d'une mentalité donnée. Donc, c'est vraiment un travail qu'il faut faire au fond, de peut-être voir les chefs de ces familles-là, les chefs de ces ethnies-là, question qu'ils puissent revoir ces mauvaises manières ou ces mauvaises vues, perceptions qu'ils ont de la femme ou qu'ils appliquent à la femme. Ça, c'est déjà un. Et je pense, pourquoi je vous ai invité, parce que vous étiez dans les médias et vous avez été un directeur de la radio nationale et tout. Donc, je me suis dit, ça, c'est le meilleur moyen parce que vous pouvez faire changer les choses. Il n'y a que vous autres et bien sûr le gouvernement et tout, mais vous pouvez faire quelque chose parce que vous avez la main sur les médias. L'éducation aussi peut passer par les médias. Donc, pourquoi ne pas, par exemple, Mariam disait que les femmes de la diaspora aidaient les autres, pourquoi ne pas créer, je ne sais pas moi, un plateau, même pas un plateau, mais un club, un forum, quelque chose où à chaque mois, on peut communiquer avec ces personnes chefs d'ethnie et tout qui nous poussent à relever, parce que la femme ne fait que soutenir, je m'excuse, la femme ne fait que soutenir son mari. Si le mari n'a pas une vision assez ouverte, un peu un open mind pour pouvoir accepter que sa femme doit peut-être s'habiller d'une telle façon et aller travailler comme taximan, je ne sais pas comment la femme pourra aller à l'encontre de cela si l'homme n'est pas éduqué. Donc, moi, je pense que c'est une question de conversation et d'éducation et que vous pouvez nous aider à avancer cette cause.
peut-être et parler aussi à votre successeur pour continuer sur cette lancée. Ça, c'est vraiment important. Au niveau de l'ORTM, au niveau de la première chaîne de télévision, on a 3 émissions mensuelles, 4 émissions mensuelles consacrées aux femmes, 4 émissions, ce qui fait que chaque semaine, il y a une émission de ce genre, et en langue nationale permanente. Donc, pour que le maximum de personnes comprennent, au niveau de la deuxième chaîne de télé, il y a 2 émissions de ce genre, et au niveau de la radio nationale, il y en a 3. Donc, c'est pour vous dire que vraiment l'antenne est réellement ouverte à ces questions aux femmes, et c'est des émissions qui passent régulièrement. Ça, c'est super beau. Je ne sais pas si j'aurai la chance de voir ça, mais je continue pas à fouiller sur Internet. Mais définitivement, c'est une très bonne idée de pouvoir peut-être aborder des sujets qui sont ancrés dans leur tête et leur dire ça, c'est quelque chose qu'il faut enlever. La dot, il faut payer, mais peut-être diminuer le montant et tout le reste, peut-être en parler et avoir, mais c'est difficile, je sais, mais plus on le dit, plus ça va arriver. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais laisser la parole à M. Bertrand. Si tu as un mot à dire. Oui, merci beaucoup, Sylvie. J'aime voir ton énergie, j'aime voir… Non, je me suis retenue un tout petit peu. Je n'ai pas voulu monter sur mes grands chevaux pour montrer peut-être l'autre face à M. Salif, mais il va fuir. C'est pas bon. C'est bien, c'est bien. Ça porte, voilà, ça porte de l'animation à la conversation. C'est très, très intéressant. Et nous comprenons que c'est un sujet qui, voilà, qui te touche énormément en tant que premier leader de l'ININ d'Afrique de l'Ouest. Je comprends très bien ça. Une question pour M. Sanogo. Vous avez parlé là de la conversation entre intellectuels que vous avez eue avec un groupe de femmes et les femmes qui, contrairement à vous, étaient favorables, se sont dites favorables à la polygamie. Quelles étaient leurs raisons? J'ai bien envie de comprendre ça. Il y en a qui ont avancé comme raison d'abord qu'il y a plus de femmes que d'hommes, donc si on ne fait pas la polygamie, beaucoup de femmes resteraient sans mari. Et il y en a qui ont dit également que non, le système de polygamie leur convient parfaitement parce que quand vous êtes en régime polygamique, bon, le mari va passer 2 nuits chez vous et 2 nuits chez la coépouse. Et s'il a 4 épouses, donc tu pourras faire 1 semaine sans le voir et tu feras ce que tu veux. Donc en réalité, c'est des raisons qui m'ont semblé assez légères. Ce sont des raisons qui m'ont semblé assez légères. Et je me suis dit que non, moi, je ne vois pas parce que pour moi, c'est vrai que ça n'engage que ma personne. Je trouve que la polygamie, c'est un régime, c'est l'un des pires régimes, surtout sur le continent, parce que quand le chef de famille n'arrive pas à jouer le rôle moteur qu'il doit jouer, la famille va être disloquée par la suite. Moi, c'est un régime qui me fait peur et je ne suis pas très favorable. Ben, vraiment, merci, Monsieur Salif. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis contre la polygamie, de toutes les manières. Et puis, les raisons évoquées ne font pas du tout le poids. Mais, une fois de plus, c'est une question d'éducation. Donc, il faudra qu'on travaille main dans la main pour avancer notre cause. Donc, on a autant besoin des hommes que des femmes pour pouvoir avancer. Donc, c'est ce que fait l'ININ. l'ININ, qui est une organisation à but non lucratif des États-Unis qui est gérée par Cheryl et puis Rachel. On tire pratiquement à la fin de cette émission. Bon, on a rapidement Monsieur Techno qui dit, avant que je termine alors, Monsieur Techno qui dit au Mali, j'ai l'impression que quand on parle de femmes, il s'agit des femmes dans les grandes villes. Or, les femmes rurales jouent un grand rôle dans la production des produits agricoles. On a encore quelques minutes si Monsieur Salif nous permet. Vous voulez répondre? Exactement, ce sont les femmes les plus nombreuses. Aujourd'hui, on est le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, mais généralement, quand on regarde, qu'est-ce qu'on constate? C'est dans les grandes villes qu'il y a beaucoup de tam-tam, beaucoup de folklore autour des femmes. Mais les femmes rurales sont pratiquement laissées en marge, alors que ce sont les femmes qui travaillent le plus. Elles produisent, elles s'occupent de la famille, elles vont dans les champs, elles s'occupent de la collecte du bois. Donc, ça, c'est vraiment nos mamans, nos sœurs à qui on doit rendre hommage. Elles font énormément de choses. Et on dit généralement que le pilier de la famille en Afrique, c'est le mari. Mais moi, je dirais en milieu rural, le pilier de la famille, c'est la femme. Et même dans les grandes villes aujourd'hui. Parce que chaque fois qu'il y a un petit problème, quand l'enfant vient voir le papa, il va dire « va voir ta mère ». Donc, la femme a un rôle incontournable. Merci, merci, merci. Je sais que nous sommes, on est pratiquement à la fin, comme je le dis, mais avant, une dernière question, parce que c'est très important.
on parle de préjugés. Ça, c'est une question à propos des préjugés. Et je vous donne un scénario rapidement et vous me donnez votre réponse en une minute maximum. On vous annonce que votre compagnie vient d'annoncer le dernier round des promotions. OK? Et pratiquement tout le monde a eu sa promotion et ils ont eu leurs sous, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, ils sont promus, mais ce sont que des hommes. En tant que Salif Sanogo, tout juste, pas Monsieur Salif, juste citoyen Salif Sanogo, pouvez-vous me donner votre opinion sur ce scénario-là? Est-ce que vous êtes pour, contre? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Qu'est-ce qu'il y a ou pas? Non, il y a une partie qui m'a échappé, mais vous parlez de promotion dans une entreprise et il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes. Oui, il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes qui ont été promues. C'est quoi qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est normal? Je trouve que cela est malheureux parce qu'en plein 21e siècle, si cela doit arriver, à moins que ça ne soit une entreprise où il n'y a que des hommes. Mais s'il n'y a pas que des hommes, s'il y a des femmes comme les hommes, s'il y a ce genre de promotion, moi, je dirais que c'est malheureux, malheureux, malheureux. Merci beaucoup. Merci. Et qu'est-ce que vous allez faire? Imaginez que vous êtes dans l'entreprise. Qu'allez-vous faire alors? Est-ce que vous allez vous traiter, aller vers le gouvernement, en tout cas le boss, et dire c'est pas bon, c'est pas correct? Mais je vais dénoncer. Je dirais simplement que, bon, peut-être je n'ai pas voix au chapitre, mais je dirais je ne suis pas d'accord avec ça parce que ce n'est pas une bonne manière, ce n'est pas la bonne stratégie pour pouvoir encourager les femmes. Ça, ce n'est pas normal. De toutes les façons, dans l'entreprise, s'il y a des femmes, même si c'est une seule, c'est sûr qu'elle aura le mérite nécessaire pour pouvoir être parmi les promus normalement. Et si vous le permettez, je souhaiterais terminer. J'ai commencé par une anecdote. Et je souhaiterais terminer par une autre anecdote que Feu mon grand-père m'a raconté. C'est toujours pour parler, en tout cas, de l'intelligence de la femme qui est au-dessus de celle de l'homme. Il paraît que c'est un monsieur dans un village à Reculé. Il y a un monsieur du nom de Mamadou. Il a quitté son village. Il est parti dans les contrées lointaines et il voulait aller apprendre sur les femmes. Il voulait connaître les femmes, tout sur les femmes. Et il est resté absent pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, il est revenu au village. Et à l'entrée du village, il a trouvé un groupe de femmes qui étaient en train de puiser de l'eau au puits, qui cherchaient de l'eau au puits. Et il avait un gros bouquin sous son bras. Et les femmes ont dit, mais Madou, mais ça fait longtemps, ça fait 15 ans, où étais-tu parti? Il dit, ah, mes sœurs, vous savez, moi, j'étais parti très, très loin pour aller étudier uniquement, vous, les femmes, pour tout connaître sur vous. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus aucun secret pour moi. Les dames ont dit, ah bon? Il dit, oui, vous voyez ce gros bouquin sous mon bras, là? Il y a tout est contenu dedans. Et il y a une dame qui me dit, mais est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Il donne, la dame regarde, elle ouvre, elle referme et elle le jette dans le puits. Elle dit, est-ce que tu t'attendais à ce geste? Le monsieur dit, elle dit, donc tu n'as rien compris. Alors là, merci, monsieur Salif. Je pense que sur les mots de monsieur Salif, il n'y a vraiment plus rien à ajouter. Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a tellement de choses à dire. J'aurais voulu aller plus loin, mais c'est sûr que si vous me le permettez, dans le futur, un jour, je vous rappellerai et j'essaierai de voir si vous avez tenu votre mot d'avancer la cause des femmes. Alors, Bertrand, tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon. Ouais, simplement remercier M. Sanogo pour son temps, pour le partage de son expérience, pour les anecdotes que nous avons aimées, que j'ai personnellement beaucoup aimé. Je voudrais dire merci aussi à notre public. Merci à leur présence, à leur contribution. Mariam, Yacouba, Techno, Isiaka, j'en oublie certainement Kadi, etc. Merci beaucoup. Si vous souhaitez réseauter, c'est aussi un des objectifs de cette émission de scénario. N'hésitez pas à écrire vos coordonnées pour qu'on puisse devenir une grande famille et puis voilà, continuer la conversation. Donc, j'ai mes coordonnées déjà là. Il y a Mariam qui a écrit également son adresse électronique. Toutes les personnes qui le souhaitent, voilà, ici à Kala fait aussi. Donc, n'hésitez pas si vous le souhaitez, si vous voulez qu'on garde le contact. Oui, Sylvie. Bertrand,
moi, je vous conseillerais plutôt de laisser vos liens LinkedIn. C'est beaucoup plus simple et tout. Et le reste. Maintenant, si vous voulez rester après que M. Salif Sanogo s'en va, il n'y a pas de problème. Vous êtes bienvenue. Vous êtes tout à fait bienvenue de rester pour qu'on continue la conversation. Alors, M. Sanogo, je crois avoir respecté ma parole qui est de vous garder pratiquement pour 1 heure, 5 minutes Tout plus à ou fait. moins. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais Je vous continuer en prie. la conversation avec vous à travers le email. Plus tard, on va vous envoyer un recording de l'émission. D'accord. Et si vous avez d'autres questions, nous serons à votre disposition. Merci beaucoup, M. Salif, et à très bientôt. Merci. Et Merci bien. À merci, très bientôt. à très bientôt. Pour les participants, si vous voulez